Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, cette deuxième vidéo de la série de 8 vidéos où je vous explique comment réussir votre investissement immobilier, on va parler de géolocalisation. C'est un point qui est évidemment très important. La géolocalisation est un grand facteur de réussite pour votre futur investissement immobilier. Donc je vous invite à bien regarder cette vidéo jusqu'au bout, à regarder tous les points et à chercher autant que possible à les appliquer dans votre situation. Si vous avez des questions ou si vous avez des doutes par rapport à ce que j'explique aujourd'hui, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, je réponds très volontiers à tout le monde. Et pensez aussi à vous abonner et à activer les notifications pour voir l'entièreté des 8 vidéos quand elles sortent et avoir un très bon package de départ pour réussir votre investissement immobilier. La première chose à laquelle il faut réfléchir avant de choisir sa géolocalisation, c'est quel est votre objectif en tant qu'investisseur immobilier. Il y a des personnes qui, par exemple, sont à la retraite et investissent leurs économies pour avoir un bien immobilier qui leur paye une rente mensuelle. Ces personnes-là, par exemple, vont préférer avoir une rente stable qui leur couvre leur loyer, qui leur couvre leurs dépenses, la nourriture, les assurances ou peu importe ce que c'est. Et c'est pas forcément des personnes qui ont envie d'avoir de la volatilité dans les revenus. Ce type de personne-là va donc chercher à faire de la location à long terme et donc s'intéresser à des zones géographiques où ce sont plutôt des résidents et des expatriés qui y habitent. En contrepartie, quelqu'un qui cherche à avoir un maximum de rentabilité va plutôt s'intéresser à la location à court terme et accepter le fait qu'il y ait beaucoup de volatilité dans les revenus, qu'en saison haute, il y a des forts revenus et qu'en saison basse, ce soit beaucoup plus calme, mais à la fin de l'année, être beaucoup plus rentable. Et ces investisseurs-là, comme moi par exemple, on va plus chercher les zones touristiques que des zones résidentielles. On va chercher les zones où les gens viennent en vacances et non pas les lieux où les locaux généralement habitent. Donc pour faire la comparaison entre le long terme et le court terme, ce sont deux marchés où les gens vont regarder des choses qui sont complètement différentes. Si vous vous intéressez à de la location à long terme, une des premières choses à regarder, c'est quel est l'accès aux infrastructures qu'il y a dans la zone qui vous intéresse. Est-ce qu'il y a un hôpital à proximité? Est-ce qu'il y a une école à proximité? Est-ce qu'il y a des magasins à proximité? Comment est l'accès routier? Est-ce qu'on y vient? Est-ce qu'on y part? On en repart facilement? C'est des choses que les gens qui viennent habiter vont regarder et c'est des choses auxquelles les gens qui viennent habiter vont réfléchir parce qu'ils vont se projeter dans cette maison, y habiter et utiliser les services et les infrastructures qu'il y a dans la région. Et aussi, par exemple, quelle est la distance jusqu'au premier 7-Eleven? Parce qu'il faut savoir qu'en Thaïlande, le 7-Eleven, c'est le Graal. Tout le monde recherche toujours à être proche d'un 7-Eleven, simplement parce que c'est des magasins qui sont ouverts 24 heures sur 24. Et même si c'est très petit, on trouve à peu près tout ce dont il faut pour survivre, on va dire. Et en Thaïlande, on boit pas l'eau au robinet, donc on doit aussi acheter de l'eau en bouteille régulièrement et c'est très pratique d'avoir un 7 tout près de chez soi. En revanche, quand on vient pour de la location à court terme, donc quand on s'intéresse aux touristes, les touristes vont pas forcément regarder quelle est la distance au premier hôpital ou quelle est la distance au premier supermarché parce que c'est pas trop les choses auxquelles on pense quand on part en vacances. En tout cas, personnellement, quand je pars en vacances, je regarde pas quelle est la distance avec le premier supermarché parce que je prévois pas d'aller faire des courses pendant mes vacances nécessairement, mais plutôt de profiter des bons restaurants, des beach clubs, des endroits où on peut faire la fête ou des belles plages ou peu importe ce qui attire le tourisme. Donc déjà, si vous êtes prêt à faire de la location à court terme et que donc vous n'êtes pas une personne qui cherche à avoir un revenu régulier chaque mois, intéressez-vous à des zones touristiques. Ça paraît assez logique, mais peut-être que c'est pas finalement quelque chose que les gens font naturellement de réfléchir à ça et simplement de se concentrer sur des zones où les touristes vont. Donc par exemple ici on est à Phuket, là je me trouve actuellement à Bang Tao dans la villa où j'ai investi, mais il existe d'autres zones touristiques très populaires comme Kamala, Patong, Rawai. Alors on a déjà parlé de Patong et de certaines zones et donné notre avis dans une vidéo, un podcast avec Théophile Hélier que vous pouvez voir sur sa chaîne où on s'étale beaucoup plus sur cette question. Mais c'est vrai que personnellement, j'investirais pas à Patong, même si c'est une forte zone touristique, simplement parce que Patong, voilà, c'est une clientèle où les gens viennent beaucoup plus faire la fête. Il y a aussi un tourisme de sexe et c'est pas forcément les gens que j'ai envie d'avoir dans ma villa lorsque je fais de la location en court terme. Je préfère avoir des gens un peu plus calmes, un peu plus familiaux, qui viennent plus pour profiter de Phuket que faire la fête et détruire la maison. Donc ça, c'est aussi évidemment un critère qu'il faut regarder un peu plus en détail une fois qu'on a identifié les zones touristiques dans le marché dans lequel on a envie d'investir. Donc toujours dans le sujet du court terme, si vous êtes un investisseur qui cherche à faire un maximum de rentabilité, posez-vous aussi la question de quelles sont les saisons et quel tourisme vient à quel moment de l'année et pourquoi. Par exemple, si vous faites des recherches sur Phuket et spécifiquement sur Bang Tao, vous allez remarquer que la saison basse se trouve entre, on va dire, mai à septembre et que cette saison basse est principalement morte parce qu'il pleut et qu'il fait beaucoup moins beau, c'est la saison des pluies, et aussi parce qu'en Europe, en Europe, il fait chaud, c'est l'été, et c'est pas forcément le moment où les gens rêvent de la Thaïlande, rêvent d'une destination exotique pour leurs vacances, vu que chez eux, il fait déjà beau. Ils préfèrent venir ici quand il fait froid là-bas
et quand c'est un peu déprimant la météo en Europe, à savoir plutôt en décembre, janvier, février, mars. Et c'est pour ça qu'on a une saison de base assez forte ici pendant la saison des pluies. Mais c'est intéressant de voir que par exemple, il y a quand même certaines personnes que ça attire. Et je parle du Moyen-Orient. Alors il y a énormément de tourisme des Émirats Arabes Unis, donc de Dubaï ou de l'Arabie Saoudite et les autres pays du Moyen-Orient, qui viennent ici en juillet, août pendant la saison des pluies, simplement parce qu'ici il fait moins chaud que chez eux et aussi parce qu'ici il pleut. Alors ça paraît très étonnant de rechercher une destination touristique pour aller voir la pluie, mais en général on recherche ce qu'on n'a pas. Et quand il fait 52 degrés chez eux pendant l'été et qu'il n'y a pas une goutte de pluie, ça leur fait finalement énormément de bien de venir ici, de voir un peu de pluie, de voir un climat un peu plus tropical et moins sec et de profiter d'une température qui est de 30 degrés plutôt que 50. Donc c'est aussi intéressant de savoir que pendant la saison basse, on peut entre guillemets rebondir et bénéficier d'un autre marché et il faut se poser la question mais qu'est-ce que ce marché recherche? Et ce marché-là sont généralement des musulmans et vu que ce sont des musulmans, ce ne sont pas des gens qui généralement vont en boîte de nuit pour boire de l'alcool et ce sont plutôt des personnes qui viennent donc dans les zones un peu plus calmes et qui recherchent généralement des designs un peu plus luxueux. Et c'est pour ça qu'ici, à Bang Tao, on est très bien placé pour capter cette clientèle pendant la saison basse, ce qui nous permet finalement de ne pas avoir un trop gros trou dans nos revenus pendant la saison basse. Donc c'est aussi des choses auxquelles il faut réfléchir et où il faut faire un maximum de recherche quand vous réfléchissez à où investir et tout particulièrement quand vous voulez faire de la location à court terme. Ensuite, il faut aussi vous poser la question, est-ce que vous investissez à temps? Je vous donne un exemple. Kamala, pour moi, par exemple, aujourd'hui, à moins qu'il y ait une pépite qui apparaisse, je pense que c'est un peu tard pour y investir parce qu'il n'y a pas énormément de terrains constructibles à Phuket et notamment à Kamala où la zone est très montagneuse. Et il s'avère que Kamala est très développée et que du coup, le petit nombre de terrains constructibles restants les rend extrêmement chers. Et aujourd'hui, quand on regarde une villa à Kamala, qui n'est pas forcément d'un standing exceptionnel, qui est assez simple et qui n'a pas de vue mer, en général, le prix au mètre carré est déjà en dessus de 100 000 bahts. Ce qui est quand même beaucoup pour la Thaïlande et ce qui est beaucoup pour Phuket spécifiquement par rapport au potentiel de revenus. Et c'est simplement parce que Kamala est populaire depuis longtemps, que déjà les grands beach clubs se sont déjà installés, qu'on a de magnifiques hôtels, le Café Del Mar et j'en passe. Et du coup, c'est déjà un peu tard de venir quand les prix sont déjà hauts et que la zone est déjà très populaire. En contrepartie, c'est mieux de se focaliser sur une zone émergente où on voit qu'il y a du développement en cours. Et ça, pour savoir quelles sont les zones émergentes, forcément, il faut se renseigner. Mais on peut aussi lire des rapports de consultants qui aident énormément parce que les rapports de consultants vous donnent des informations de marché et vous donnent aussi des informations sur où est-ce que ça construit. Il y a ce site que j'adore énormément qui s'appelle C9 Hotelworks. C'est un site de consultants, c'est une plateforme qui donne des rapports gratuits. Ils sont basés à Bang Tao, ils ont une extrêmement bonne connaissance du marché. Et lire leurs rapports, ça donne déjà une très bonne idée de ce qui se passe sur le marché et de où est-ce que ça va se développer. D'ailleurs, je peux volontiers improviser ça, prendre mon ordinateur et vous faire un partage d'écran, comme ça je ne paye pas mon abonnement Loom pour rien. Et on peut aller ensemble sur le site de C9 Hotelworks et je peux vous montrer à quoi ça ressemble les rapports et je peux aussi vous montrer comment lire ça rapidement. On est maintenant sur mon ordinateur et je vous emmène sur C9 Hotelworks. Alors c'est ce site. Vous allez sur Market Report. On peut tous les prendre. Là, on voit qu'il y a toutes sortes de marchés de différentes zones. Samui, Phuket. Phuket, on a la dernière update en 2024, en avril. Donc là, on a un rapport, c'est un PDF qui simplement va vous donner un peu des informations générales de ce qui se passe sur le marché. Je m'arrête assez souvent en graphique parce que finalement, c'est les graphiques qui donnent les informations clés. Donc là, typiquement, vous pouvez voir les arrivées à l'aéroport. Donc pour la location à court terme, en fait, ça vous indique quand est-ce que les gens viennent à Phuket simplement. Et vous l'avez par année, donc de 2019 à 2024. Alors forcément, il y a eu le Covid, donc je pense que les courbes en gris de 2019 à 2022 vont être un peu bizarres. Mais si on regarde 2023, vu que c'est une année qui est terminée, ça nous donne déjà des bonnes informations. Vous voyez effectivement que janvier, février, mars, ce sont les hautes saisons. Et vous voyez, comme je disais avant, qu'en mai, il y a une chute en direction de la saison des pluies et qu'il y a un rebond qui se fait en juillet, en août, qui est lié justement à cette clientèle du Middle East. Et ensuite, il y a une rechute en fait en septembre parce que c'est toujours la saison des pluies. Et après, ça remonte généralement autour de octobre-novembre en direction de la saison haute quand il fait un temps à pleurer en Europe et que les Européens viennent nous voir en Thaïlande. Alors ça, c'est déjà une information qui est importante pour comprendre la saisonnalité. Vous pouvez regarder les arrivées dans l'aéroport du pays ou de la géolocalisation où vous êtes en train de vous renseigner pour faire un investissement immobilier. Ça dit énormément de choses. Ensuite, les indications, alors ça forcément c'est un drop qu'on a vu pendant le Covid, c'est pas forcément ce qui nous intéresse ici.
Les arrivées par année, bon, on voit que le marché de Phuket est en train de complètement reprendre ses forces, c'est très bien. Vous pouvez aussi voir de quel pays viennent les touristes de manière générale. Ensuite, très intéressant, l'occupation. Alors vous voyez que en 2023, on est à presque 80% d'occupation sur le marché hôtelier. Alors ça veut dire que 20% du temps c'est vide. Ça vous permet de faire des projections. Si vous arrivez à faire une estimation du prix par nuit qu'aura votre villa ou votre bien dans lequel vous investissez, et vous savez avec 80% d'occupation combien vous allez toucher à peu près chaque mois. Ça aide énormément pour les calculs financiers. C'est une moyenne de marché forcément, donc ça s'applique pas précisément partout, mais ça vous indique quand même quand on voit 80% que c'est un marché qui est très prospère, un marché qui est très sain, parce que je peux vous dire que des chiffres hôteliers comme ça, c'est pas partout qu'il y en a. Et ça, c'est très intéressant. Alors, la pipeline en anglais, en français, ça veut simplement dire les projets en développement. Donc, c'est tous les hôtels qui vont être construits à l'avenir. Et ça, c'est une information clé. Donc, par exemple, ici, vous pouvez voir Mai Khao, c'est une zone qui est proche de l'aéroport, une plage qui est encore pas du tout développée, qui a un hôtel de 224 chambres qui va arriver en 2024. Vous avez le nom, donc vous pouvez aller faire vos recherches vous-même. Et ici, donc j'en reviens au point de base. Par exemple, on voit que Bang Tao apparaît régulièrement. Ici aussi, ici aussi, ici aussi. Je pense que ce sont généralement des hôtels de luxe, ça mérite vérification, mais principalement Bang Tao, c'est une clientèle de luxe. Et quand vous voyez que la zone est encore en fort développement, ça vous indique qu'il y a encore beaucoup de grosses sociétés qui ont d'énormes ressources, des grandes équipes, énormément de staff qui fait des recherches, qui ont décrété que c'était une bonne zone où construire et que dans les prochaines années, leur hôtel aurait des bonnes performances. Donc forcément, quand vous voyez des grands acteurs du marché qui viennent dans une zone spécifique, ça en dit beaucoup sur la zone spécifique. Et donc ça, par exemple, ça indique qu'on est dans un marché émergent. Si vous voyez qu'à Bang Tao, il y a encore des prix très intéressants sur le marché, que vous arrivez encore à atteindre des prix au mètre carré qui sont intéressants, ça veut dire que vous n'êtes pas encore arrivé trop tard et que vous allez potentiellement investir dans une zone où il y a un fort potentiel de plus-value parce que vous arrivez encore suffisamment tôt pour investir. Donc après tout ça, j'aimerais vous parler de quelques aspects financiers comme par exemple le prix au mètre carré. Je vais en parler dans la 3e vidéo, donc la prochaine. Je sors une vidéo par semaine, donc après la date de sortie de cette vidéo, une semaine après, la vidéo des prix au mètre carré sera disponible. Les prix au mètre carré, en fait, c'est quelque chose de très important pour identifier simplement une bonne opportunité et savoir si vous êtes dans un marché où c'est pas encore trop tard pour investir et vous permettre en fait de vous comparer à votre marché pour savoir si vous êtes en train de faire une bonne affaire. Alors ça, forcément, c'est un point clé quand on choisit sa géolocalisation, c'est que peut-être qu'on aimerait bien investir à Kamala, mais qu'on se rend compte que c'est trop tard et que même si tous les indicateurs vous disent Kamala c'est super, si les prix au mètre carré sont déjà extrêmement hauts à Kamala, vous n'allez pas faire un retour sur investissement qui sera très intéressant et c'est pourquoi il faudra chercher des autres zones un peu plus émergentes. Ensuite, pour la location à court terme, vous pouvez faire des projections avec un outil qui s'appelle AirDNA. Je vais vous mettre le lien ici. AirDNA, c'est bien parce que ça vous permet d'avoir une estimation globale de comment une propriété peut performer sur le marché de la location à court terme parce que ça base ses chiffres sur Airbnb. Maintenant, pour moi, il y a 2 grandes limites à AirDNA. La première, c'est que même si c'est un outil très précis, ça va prendre, par exemple, les 4 chambres de Bang Tao qui ont 4 salles de bain, une piscine, etc. Vous allez pouvoir lister vos critères pour faire une estimation et vous donner des indications du style ça fait en moyenne 200 000 bahts par mois de chiffre d'affaires et ça a une occupation de 57%. Le problème, c'est que quand vous regardez ces datas, vous savez pas exactement comment les propriétaires qui sont sur Airbnb gèrent leurs propriétés. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, dans ma société de property management qui est active sur cette villa, on a 10 plateformes différentes de location à court terme. Tout est synchronisé dans un seul PMS, un Property Management System. Et donc, en fait, on va chercher de la clientèle dans énormément d'endroits différents en ligne qui se synchronisent dans un seul système. Maintenant, je ne sais pas si mes concurrents, mes voisins ou d'autres villas font la même chose. Et si ces personnes-là sont uniquement sur Airbnb, c'est clair que ça va aussi fausser un peu les résultats. Si vous voyez une occupation, par exemple, moyenne de 50% sur AirDNA, finalement, c'est pas un mauvais chiffre parce que ça veut dire que vous pouvez déjà vous donner 50% d'occupation avec la moyenne de marché qui utilise peut-être que 2-3 plateformes. Et si vous, derrière, vous venez avec une base en ligne beaucoup plus solide, il y a du potentiel d'amélioration largement par-dessus ces 50%. Ensuite, une deuxième limite que j'identifie à AirDNA, c'est que ça regarde effectivement des datas comme par exemple le nombre de chambres, où est-ce qu'est la villa et des détails d'infrastructure, mais ça va pas regarder les aspects visuels de votre villa. Dans la 8e vidéo de cette série, je vais vous expliquer l'importance de l'intérieur design, des photos.
sur la location à court terme et à quel point ça peut modifier vos résultats parce que les gens qui font de la location à court terme et qui réservent un lieu de vacances ne voient que des photos et ne réservent que sur des photos. Donc l'aspect visuel est extrêmement important. Si vous avez une maison qui est vieille et qui est pas du tout attirante, qui a un grand besoin de rénovation, mais qui a 4 chambres, une piscine, et que juste à côté vous avez une magnifique villa avec tous les critères les plus esthétiques qu'on puisse imaginer en termes d'intérieur design, des nouveaux meubles, des grandes vitres, beaucoup de luminosité, des magnifiques lumières, etc. Et ben ces deux villas, si elles ont chacune 4 chambres, chacune une piscine, AirDNA va pas nécessairement réussir à faire la différence entre les deux. Donc sachez simplement que AirDNA, c'est juste un outil pour vous donner une moyenne de marché. Et en fait, quand vous faites beaucoup de recherches sur AirDNA, vous allez pouvoir comparer différentes zones de marché et ça va quand même, la moyenne, vous indiquer où est-ce que ça bouge, où est-ce qu'il y a beaucoup d'occupation, où est-ce que les prix sont hauts. Ensuite, pour faire des estimations de vos revenus locatifs par la location à long terme, ce sera la 4e vidéo de cette série de 8 où je vous expliquerai avec une méthode simple et un outil de calcul que je vous donnerai, donc qui sera très facile à utiliser, comment faire des projections financières sur les revenus locatifs que vous allez avoir. Donc je vous encourage à regarder cette vidéo pour que vous puissiez de manière précise faire vos calculs et savoir combien de revenus locatifs vous pensez que vous allez pouvoir dégager et ça vous permettra aussi de comprendre si vous êtes en train d'investir dans un bon endroit ou pas. Après, il y a aussi un point essentiel, c'est la croissance du capital, le LRMC qui veut dire Long Run Marginal Cost, qui est en fait simplement, pour vulgariser et simplifier la chose, se poser la question de combien est-ce que ça coûte de construire plus, de est-ce que c'est facile de rajouter plus de villas sur le marché. Alors, par exemple, Kamala, j'en parlais avant, à Phuket, il y a une loi qui dit qu'on ne peut pas construire à plus que 80 mètres d'altitude. Kamala est entre les montagnes, il y a une petite zone plate en bas, donc il n'y a pas beaucoup de terrain en fait qui est à moins de 80 mètres d'altitude, ce qui fait que il n'y a pas beaucoup de terrain constructible. Et ce qui fait que, en fait, à chaque fois que vous allez vouloir construire plus en tant que promoteur, eh ben, vous allez devoir trouver des terrains constructibles. Ce sera de plus en plus difficile à en avoir. Il va falloir monter gentiment en altitude, toujours à moins de 80. Et pour monter en altitude, il faut des routes d'accès, il faut des fondations, il faut une construction qui est plus complexe quand vous construisez sur de la pente, etc. Ce qui indique que de manière générale, ça va être de plus en plus cher de construire dans des zones comme ça. Et ça, c'est une information qui est très importante parce que si vous allez dans une zone où on peut construire à l'humidité, comme par exemple Pattaya, eh ben, moi, personnellement, j'ai peur qu'on construise trop et que derrière, tout à coup, les biens immobiliers, il y en ait trop sur le marché et que forcément les prix chutent parce que, on doit se battre les uns les autres pour capter la clientèle qui est pas suffisante à remplir toutes les villas. Alors, vous n'aurez pas ce problème dans Kamala, mais comme je l'ai dit avant, Kamala, c'est déjà une zone très développée où les prix sont déjà très hauts. Si vous allez sur Bang Tao, c'est intéressant parce que tout le monde se centralise finalement autour des mêmes endroits qui sont Boat Avenue, Laguna principalement, et Porto de Phuket à peu près, et cette zone-là finalement a plus tellement de terrain disponible à la construction, les prix sont en pleine croissance et ça indique que si on va vouloir construire plus, et c'est déjà ce qui se passe maintenant, il va falloir construire un peu en dehors et on voit qu'énormément de constructions maintenant se font dans les sub-districts d'à côté comme Bangjo ou alors vont carrément se poster dans des rues profondes où l'accès est plus si agréable, où il n'y a plus d'accès au 7-Eleven, etc. Et ça, c'est intéressant, c'est qu'on voit que les prochains promoteurs qui vont venir, les prochains qui vont construire sur ce marché, ils vont avoir des difficultés qui vont faire que, soit ils seront moins bien positionnés que vous, soit ça va leur coûter plus que vous de construire parce qu'ils seront plus loin, ils auront besoin de plus de routes, plus d'accès, ou simplement parce que le prix des terrains monte, parce que il y a une limitation au niveau des terrains constructibles. Et ça, c'est aussi une chose qui est extrêmement importante à prendre en considération quand vous choisissez votre localisation. Ensuite, une dernière chose que j'aimerais dire, il y a des localisations comme Naiton ou Nai Yang, qui est encore plus au nord de Naiton, qui se situent proche de l'aéroport, qui sont finalement des magnifiques plages où ça s'est pas encore trop développé. Alors, je sais pas si vous l'aviez vu avant dans le rapport que j'ai mis de C9 Hotel Work, mais je crois que Nai ou Naiton était mentionné. Et ça, c'est des zones pour moi qui sont des paris. Ça veut dire que Bang Tao, on voit déjà la forte croissance et le fort besoin en investissement qui vient. On voit toutes ces constructions et on voit que les promoteurs n'ont pas trop de difficultés à vendre leurs projets. Maintenant, si vous allez sur Naiton et Nai Yang, en soi, tous les critères sont réunis pour que ces zones soient intéressantes. Il y a beaucoup de terrains constructibles, il y a des magnifiques plages, c'est très proche de l'aéroport, c'est proche d'une main road. Il y a certainement des projets de nouveaux hôpitaux, je crois, par là-bas, qui vont forcément aussi résoudre le problème pour la location à long terme des gens qui cherchent des hôpitaux. Il y a à peu près accès à tout, il y a à peu près tout qui est bien. Il n'y a pas de raison pour laquelle ça n'a pas encore été développé, ce qui peut nous faire penser que certainement à l'avenir, ces zones vont être extrêmement développées ou pas. C'est pour ça que je parle de pari. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore les indicateurs fondamentaux qui sont là. On a peut-être quelques projets émergents qui sont nouveaux. Et en fait, si vous allez dans ces zones de ce type en avance,
eh ben, sachez que vous aurez accès à des prix beaucoup plus bas, vous trouverez des bien meilleures affaires que sur BangTao, mais vous avez peut-être une vision qui va plus aller sur du long terme, où vous espérez que dans 5 ou 10 ans, ces zones se développent à mort, et c'est comme ça qu'on peut faire des x2, x3 sur des investissements. Les personnes qui ont investi à BangTao dans des terrains il y a à peu près une vingtaine d'années avaient des terrains qui coûtaient à 7 millions le rail en bord de mer, qui aujourd'hui valent 100 millions de bahts le rail. Et ça, c'est quand on fait, entre guillemets, un pari parce que, il y a 20 ans, personne n'aurait pensé que BangTao allait être la prochaine zone. C'était une zone agricole où principalement on cultivait. Il n'y a pas vraiment de vue mer parce que le terrain est relativement plat. Les gens pensaient que l'attraction d'une zone était forcément liée à la vue mer, alors que pas forcément. Et certaines personnes ont vu juste, certaines personnes ont parié juste. Et quand on dit pari, on dit forcément fort retour sur investissement. Donc c'est aussi une autre façon d'investir. Vous pourriez aussi par exemple aller à Phang Nga, qui est cette province au nord de Phuket. Donc vous quittez la presqu'île de Phuket par la route et vous arrivez sur Phang Nga. Et une fois que vous êtes sur Phang Nga, vous avez des magnifiques vues sur la baie de Phang Nga. Et toutes ces zones, en fait, c'est des zones qui peut-être promettent à l'avenir dans le sens que on prévoit déjà de construire un aéroport international. Apparemment, c'est confirmé, mais ça prend encore 10 ans avant d'être construit. Aujourd'hui, les terrains ne valent encore rien du tout, mais si vous investissez dans une zone comme ça, soit dans 10 ans, ce sera encore la jungle et votre terrain n'aura pas vraiment pris de valeur, soit peut-être ce sera devenu une grande destination touristique et vous aurez fait un x6 sur votre terrain. C'est pour ça que j'appelle ça un pari. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a déjà donné beaucoup d'informations par rapport à comment choisir votre géolocalisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. C'est avec plaisir que j'y réponds. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer les notifications pour voir les prochaines vidéos de cette série de 8 vidéos pour bien réussir vos investissements immobiliers. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu à l'avenir sur l'immobilier. Je vous dis ciao, bonne journée.